Bon, je fais le logout, je redémarre. Bon, là, c'est mon logiciel de prognose statistique, Bedarfsprognosen. Alors, d'abord, on fait le login. Ah ben, à droite, c'est le sign up, on n'en a pas besoin pour le moment. Alors, je fais login. Et on se trouve directement dans les data warehouses. Bon, alors, en fin de compte, c'est un cluster, ça c'est All Stars, qui se compose de locations bien de Data Warehouse Augsburg, Hamburg et puis Munich. Si j'active le, la location à Augsburg, j'obtiens tous les produits, les articles, les items qui se trouvent à Augsburg. Augsburg elle-même se compose, le Data Warehouse Augsburg se compose aussi de plusieurs locations, de plusieurs sub-data houses. Et puis d'articles, de produits à gérer en fin de compte. Bon, et puis alors ici je commence par le haut, là l'option c'est le menu des activités possibles. Dispo Group c'est soit on cherche ici un Dispo Group. Si jamais je ferme ça et je tape ici le 78 08 à la fin, et puis je dis un go, et voilà, j'ai tout de suite lu. C'est-à-dire, dans cette structure, Open All, c'est énorme comme structure pour se trouver ici, c'est difficile, hein. On peut passer des heures à chercher la location ou bien le dépôt, ou bien l'article. Alors, je tape ici directement le ID du groupe de disposition et je dis go et puis je saurais tout de suite conduire la bonne place. Bon, de même si par exemple je cherche l'article 53009, bon, ou bien je descends un peu plus bas comme ça sera caché, le 55087. Et voilà, maintenant et puis j'arrive, là je redémarre mon... Et puis je cherche ici, je tape le numéro de l'article sans le vide, bien sûr. Sinon ça ne fait pas de sens. Et je dis go. Et puis bon, là voilà, et il saute dessus. Et puis là, il est tout de suite là. Et voilà, c'est notre article que l'on cherche. Alors pour chercher des articles dans la table de tous les articles, alors on peut le chercher directement ici. Ou bien pour chercher un groupe de dispositions, c'est pareil. D'accord. Et si jamais, par exemple, alors j'active alors là j'ai la liste des suppliers et je veux par exemple la liste seulement du fournisseur South, hein. Et puis j'appuie dessus ici et j'ai, bon, South, le fournisseur South a seulement un article dans le Data Warehouse Augsburg. Si je prends un autre, West par exemple, et j'appuie dessus ici, bon, là, c'est cet article apparemment, parce que, attendez, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, si je prends par exemple le nouveau South, et j'appuie dessus, ça appartient à South. Et si jamais je prends maintenant Ocean, Option, Activate Supplier for an item. C'est le Activate Supplier for an item.
Voilà, c'est que cet article pourrait être fourni par le South, par l'océan, par Nord et par West. Et si jamais j'enlève le Nord ici, delete. Le Nord, il est parti. Maintenant, si je prends Nord ici, le Nord, le fournisseur Nord, et j'appuie dessus, et voilà, il est disparu. C'est-à-dire, euh, il faut toujours activer un article ou bien un item pour un fournisseur. Et si jamais je sélecte un fournisseur ici, alors je n'obtiens que Par contre, si je prends Vest, cet article est fourni par le fournisseur Vest. Et voilà, il réapparaît. Et si jamais je prends le tiret et j'active Augsburg, alors j'obtiens tout. Tiret, c'est-à-dire quel fournisseur. Hein. Bon, et puis là, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, et si jamais maintenant pour cet article-là, je voudrais maintenant, alors on a vu, maintenant on vient de voir, c'est activer un article, activate aussi, voilà, c'est ça. Alors ici, alors là, je peux cacher le masque c'est dessus. Alors, et là, on peut toujours activer. Alors, c'est-à-dire cet article-là, il a été affecté, comment dire, le fournisseur a été affecté à l'article 533074. Il est actif, mais je peux le déactiver de telle façon que ça n'aurait pas pris en considération lors des prognoses et lors de la livraison. Il faut rafraîchir là, et puis il n'est plus actif maintenant. Bien qu'il est encore affecté à l'article 533074. Bon, alors on a vu ça, delete, update, et puis add a new supplier, c'est-à-dire affect a new supplier. Et là, je pourrais prendre par exemple le Nord, je ne l'ai pas encore, et j'ai dit affect supplier, et puis il est là, le Nord, d'accord? Alors c'est intéressant ça quand même parce que il faut savoir jongler par des fournisseurs qui sont toujours à jour, qui livrent toujours à jour, des fournisseurs à bon prix, des fournisseurs dont la production est de mauvaise qualité. Et puis il faut toujours voir chez qui commander et toutes les possibilités possibles. Bon, alors là c'est déjà fait. Alors maintenant je ressors. Alors je rappelle alors ici c'est display, alors j'ai toute la liste des articles des lieux de disposition. Alors encore une fois, disposition, c'est de dire mettre à la disposition la production pour les clients. Bon, alors, et maintenant, parce que j'ai tous les données indispensables, ce qui est très important, c'est d'abord c'est le lieu de disposition, le ID du lieu de disposition, puis après le item, c'est-à-dire l'article qui est actif, et puis alors l'utilisateur. Et si l'utilisateur a le ID 5 dans la banque de données, il a le login name Jojo. Et puis là, on peut contrôler ce que Jojo a fait durant toute la journée. Euh, Par exemple, Jojo, là, cette liste, je l'ai mis là, je l'ai imprimée là, tout simplement provisoirement pour voir des lieux de location qui pourraient être gérés par Jojo. Hmm. Alors, si jamais maintenant je tape sur le 7-8, c'est toujours présent le truc. Si je tape sur le 7-9, je peux aussi Alors le 7-9 c'est inclus. Alors, hein, d'accord. Par contre, si Jojo essaye de voir ou bien d'entrer dans d'autres lieux de disposition, par exemple celui-là. Alors, you are not allowed to open this place, c'est-à-dire il n'a pas le droit de le faire. Et de même, tous les changements, tout ce que Jojo fait, il laisse toujours des traces à la banque de données, de telle façon on sait qui a fait quoi et quand. Ça, c'est important parce que c'est un système, c'est trop délicat parce que si jamais on fournit mauvaise quantité,
les faux articles, etc., 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 etc. Il faut quand même savoir qui a fait toutes ces conneries parce que parfois la marchandise, elle part de Munich vers Hambourg, de Hambourg vers, prend le bateau, je sais pas où, vers la Chine, et de la Chine, je sais pas quoi, elle prend des vols, ou bien vers les USA, en arrivant aux USA, elle prend l'avion, un truc comme ça. C'est toute c'est des liaisons. Comment dire, c'est un relais en fin de compte. Il faut être vraiment sûr de ce qu'on fait parce que les conséquences financières, ça pourrait être énorme. Bon, alors je reviens là. Alors je prends maintenant Nouveau-Augsbourg, hein, et puis je prends le 901, le location ID, puis le 074. Et puis là, alors là, qu'est-ce que je pourrais faire? La ville, et puis, alors je commence par ce qui est très important. Item delivery, delivery schedule. Alors, je fais un hide là. Et là, je prends le south. Alors, pour le item, l'article 533074, et pour et, en relation avec le fournisseur South, on a défini le calendrier de livraison suivant. Schedule. Alors, soit le lundi, l'ordre c'est-à-dire le jour de commande, ça peut être un lundi. Et si lundi est un jour férié ou je sais pas quoi, alors on peut choisir un alternative day. Alors là, j'ai pris le mardi. Et la marchandise arrive chez le client en delivery day un mardi. Devrait arriver un mardi parce que le mardi c'est réservé. C'est réservé, c'est-à-dire le client, il réserve du personnel, de la place, etc., etc., pour stocker la marchandise à son arrivée. Et puis, si jamais le mardi c'est un jour férié ou je sais pas quoi, alors, il y a le jour alternatif, c'est le mercredi. Alors, j'explique là. Alors, le 1, c'est-à-dire le LDS. Alors, le LDS, alors, d'abord, il y a le lead time. LDS, c'est la somme. Attends. Alors, lead time, c'est la somme de lead time, delivery time, time to stock. Et la somme, c'est le LDS. Alors, 1, c'est-à-dire le lundi, c'est le order day. 6, c'est-à-dire le... Qu'est-ce qu'il y a après le 1? Alors, lead time. Delivery time, mais autrement, lead time, on a besoin d'un jour, d'une journée pour faire la préparation de la commande. Je sais pas, la portée de chez un autre fournisseur, on l'a fabriqué par soi-même, etc. Puis après, le temps de livraison sur le chemin, le transport, tout ça, c'est 6 jours. Et puis le temps de stockage, c'est un jour. Alors regarde-moi ça. Alors, lead time, puis après le at lead time, le 6 c'est le delivery time, et puis le 1 c'est le time to stock. Et la somme 1 plus 6 plus 1, ça fait 8. Alors en tout, il faudrait 8 jours pour fournir à partir du jour de la commande jusqu'au stockage chez les clients, il faut 8 jours. Et le 1, là, le 1 à la fin, c'est le calendrier préférable désiré par le client et par le fournisseur. D'accord. Le 3 là, c'est pour des trucs de programmation, c'est pour l'unicité, mais ça n'a rien à voir ici, ça va être caché. Bon. Pareil, et puis là, si on regarde sur le calendrier, alors on part un lundi, c'était, je disais, 1, et puis le tout, ça dure 8 jours. 1 plus 8, ça fait 9. Et le 9, c'est un mardi. Voilà, le jour de livraison, c'est un mardi, Tuesday.
Pareil ici, on part un mardi, alors je prends le mardi le 2 par exemple, et puis il y en a 16 jours, c'est-à-dire c'est la somme de lead time, delivery time, time to stock. La somme c'est 16, 3 plus 12 ça fait 15 et 1 ça fait 16. Et si on part, un mardi c'est le 2, 2 plus 16 ça fait 18. Et le 18 c'est Thursday, c'est le jeudi. 2 plus 16 ça fait 18. Ça c'est important parce que sinon si la marchandise arrive un jour en retard et que le client n'a rien préparé, ou bien un jour en avance, n'a rien préparé pour la prendre en charge, alors, c'est-à-dire la marchandise, ce serait de retour chez le fournisseur, parce que on ne peut pas comme ça, voilà, je suis là, ouvrez les portes de votre data warehouse et décharger la marchandise. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je prends le troisième cas. Alors, on part, ici, c'est le mercredi, le jour de commande, et le jour d'arrivée, c'est un mercredi. Alors, on a normalement, ça peut être une semaine, alors 7 jours, c'est-à-dire le lead time, le time to stock, c'est 0. Non, ce lead time, c'est-à-dire la préparation ici, c'est 0. Allez. Lead time, c'est 0, c'est le 0 à gauche. Delivery time, c'est 6 jours. Time to stock, c'est 1. Bon, normalement, on pourrait dire que ça peut aller du mercredi. Ça peut aller du mercredi jusqu'au mercredi 3 plus 10, ça fait 7 jours. Mais là seulement ici, on a mis 21 jours. Alors 21 jours, c'est-à-dire, bien que delivery time 6 jours, oui, là, il y a une faute quand même, hein. Alors, j'efface ça. Et je rajoute. Alors, lead time, j'ai dit 0. Delivery time, je dirais peut-être 15 jours. Et time to stock, c'est 1. Et la somme, c'est 16. D'accord. Alors, j'ai dit, je pars d'un... alors, moi, le lundi, j'ai déjà... Je pars du mercredi, par exemple. Oui, bien, je prends ici, pour faciliter la chose, pour ne pas la compliquer, 20. Et là, je prends 21. Sinon, ça va être compliqué. Et là, alors, l'alternative, je prends ici le mardi. Je prends de nouveau le mercredi. Et là, je prends le jour alternatif, si jamais c'est un jour férié ou je sais pas quoi. Alors je prends aussi, je pourrais prendre le vendredi, il n'y a pas de problème. Mais sinon, la somme, c'est 21. Oui, c'est déjà tapé dessus, faut pas le mettre. Et puis l'optimum, on a déjà un optimum, faut pas en avoir deux. De toute façon, le programme ne laisserait pas ça. Alors, puis je dis insert. Et voilà. Alors, c'est-à-dire, un mercredi. Et un mercredi plus 21 jours, c'est toujours un mercredi. Ça fait 7 fois 3, ça fait 3 semaines. On revient au même jour. Hein. On regarde sur le calendrier. Je prends ce mercredi et plus 21, ça fait 24, c'était mercredi. Alors, bon, c'est un peu compliqué. Si jamais on aurait pris le jeudi comme delivery day, alors là, fallait prendre 22 au lieu de 20. Et puis, il faut augmenter le delivery time de 1. Ouais.
Bon, c'est un peu, et ça, il faut faire attention, c'est autant j'ai donné des séminaires chez Bosch, chez Siemens, je sais pas, plusieurs firmes internationales, c'était toujours un problème pour eux. Et parce que vraiment, il ne faut pas faire de faute là, parce qu'il faut vraiment synchroniser avec les clients, entre fournisseurs et clients. Et puis, il faut dire aussi, les calendriers ne sont pas les mêmes en Italie ou en France ou en Allemagne. Et là aussi, il faut avoir les calendriers de différents pays, de différents clients en fin de compte. Parce qu'un jour férié en Allemagne, c'est pas un jour férié en Italie ou en France ou ailleurs, ou en Chine ou bien en Afrique du Sud ou bien en Amérique du Sud. Là ça peut causer des problèmes parce que, comme j'ai dit, si jamais la marchandise ne devrait pas prendre le bateau de Hambourg, direction Afrique du Sud ou Japon, un truc comme ça, et puis ou bien que la marchandise arrive un jour en retard, il faut attendre encore 3 mois pour le prochain départ, ou bien 2 mois pour le prochain départ de bateau, et c'est pas trop gai. Bon, alors j'arrête là aussi. Et puis alors, il n'y a pas seulement, puis après on pourrait définir aussi, pas seulement le schedule, pas seulement le calendrier, pas seulement au niveau des articles, mais aussi au niveau des suppliers. Et c'est la règle généralement. Généralement c'est la règle parce que on fournit toujours, c'est toujours alors là, je n'ai pas besoin pour le moment, je ne travaille pas au niveau des articles, au niveau de supplier. Alors je prends par exemple supplier South, et il a tout ça, c'est son calendrier. Alors lui, il peut, l'optimum, c'est là, c'est un optimum, c'est toujours le jeudi. Le jeudi, oui. On a tous dit, c'est le lundi. Voilà, là. Alors, c'est le lundi. C'est l'optimum, c'est-à-dire le lundi. Alors le mercredi, le jeudi euh, il faut pas faire il faut pas faire faut ignorer les prognoses des jours différents du mardi. D'accord. Alors le mardi, alors nous avons ici un lead time, delivery time, time to stock, la somme est de 17 jours. Alors, on va voir si c'est bon ça. Alors, je pars un, un mardi, disons le 2. Et puis, plus 17, ça fait 19. Et le 19, c'est un vendredi, ça tombe bien. Alors, du mardi le 2 plus 17 jours, ça fait le 19, c'est un vendredi. Je peux prendre le mardi le 10, plus 17, ça ferait 27. Le 10, c'est un... Non, il ne faut pas partir, faut partir un mardi, le Tuesday. Alors le 9 plus 17, ça fait 26, c'est un vendredi. Alors, il faut savoir jongler avec tout ça en fin de compte. Hein, alors, le plus simple, alors là on peut effacer. Et puis rajouter à dispo time. Et puis là on peut choisir. Bon, pour simplifier la chose, qu'est-ce qui nous manque ici? N'importe le samedi qui manque. All the day, puis après alternative, je dirais le lundi. Puis je dirais aussi le samedi pour simplifier. C'est toujours un multiple de 7. Hein. Et là, je dirais aussi l'alternative, c'est le lundi, bien que c'est pas normal que il faut attendre là 3 jours pour stocker la marchandise, et ça se fait pas. Bon, l'optimum là déjà. Et puis le LDS, alors là, je dirais quoi? Je dirais pas. On peut prendre 28 jours, hein, 7 fois 4, 28. Là. Alors c'était multiple de 7 là, parce que du samedi jusqu'au samedi, ça fait 7 jours, 7 fois 4, ça fait 28.
Ah, des alertes, c'est pour le test, là, c'est ce qui sort. Et voilà, j'ai mon... Et là, c'est important, après, on verra le jeu. Bon, c'est important pour le jour de prognose. Elle essaie de dire, si jamais on essaie de faire des prognoses pour le... non, pas le jour, c'est le jour de fixation des prognoses. Pour préparer l'emballage, tout ça. Si on voudrait faire fixer, faire l'emballage des marchandises du fournisseur South, hein, pour tous les articles en fin de compte, hein. Alors, si on essaie de faire ça un vendredi, alors on a tout de suite on va, donc aujourd'hui, c'est pas un jour de prognose, c'est pas un jour de livraison plutôt, c'est pas un jour de livraison pour les fournisseurs South, hein, d'accord? Et bien qu'on peut forcer c'est-à-dire on se bloque pas, c'est dit non, c'est pas, bon, à la limite on pourrait changer ici, je pourrais faire ici un update. Voilà. Là, ces euros, ils pourraient changer, par exemple, le jour optimal, le jour de livraison, d'organiser, c'est-à-dire de fixation des prognoses dans le but de les faire passer aux emballages et les envoyer. Alors, je mettrai ici un 1 et ça serait le mercredi. Bon, les alertes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est c'est durant le test maintenant. Bon, là on arrête avec ça, c'est terminé. Alors on a vu les calendriers, il y a au niveau des articles, au niveau des fournisseurs, mais généralement au niveau de ces fournisseurs, mais il y a d'autres qui font cela au niveau des articles. Ça dépend des firmes, en fin de compte, des conventions entre les fournisseurs et puis derrière ça, comme je dis, il y a les différents calendriers des différents pays, hein, parce que mais on en parle une autre fois. Alors, display là. D'accord. Alors, on a vu tout ça. Maintenant, c'est... Bon, on a vu l'Activate. Et si jamais pour un article, alors je prends celui-là par exemple, et je voudrais voir les... Bon, le formatage n'est pas extraordinaire ici, alors. Non, je voudrais voir les prognoses. Alors, les prognoses de l'article. Alors, je regarde ici. Alors, étant donné qu'on n'a pas choisi un fournisseur ici dans le Select Box, nous avons les prognoses de tous les fournisseurs de l'article 533074 avec l'article ID 991, avec le Cache ID. Le Cache ID, c'est l'ID dans le Data Warehouse. En même temps aussi dans le lieu de disposition. Alors que l'article ID, c'est le numéro de l'article, le numéro de l'article, c'est défini une seule fois au niveau de la banque donnée, de la table article de la banque donnée, de la base de données. C'est-à-dire un article défini dans la base de données, dans la table article, peut être défini plusieurs fois dans plusieurs places de disposition. C'est-à-dire pourrait être fourni par plusieurs fournisseurs, pas seulement par un seul fournisseur. C'est ça l'avantage. Bien qu'on et on garde l'unicité en fin de compte. Bon, alors là, étant donné que je n'ai pas sélecté ici un fournisseur particulier, alors là, on a tous les fournisseurs possibles on a pour l'article ci-dessus, en fin de compte. Et si jamais maintenant je sélectionne le South et j'active ici là seulement un article, c'est le 901, normalement on devrait avoir seulement les prognoses pour le fournisseur South et pour la location, le Dispo Place 707. Alors j'appuie
Et on voit que c'est toujours le 901 qui apparaît. Bon, alors on passe. Et puis là, c'est le stock. Ici, on a le Sales and Forecasting Bar Charts, c'est-à-dire le Sales History, c'est-à-dire le chart des Sales History. Alors, Sales History, c'est toujours dans le passé. Et puis le Forecasting, c'est les prognoses passées et dans le futur. Et tout ça, c'est sous forme de barres. Et voilà. Alors, je hide ici. Et puis, on voit là, c'est... Alors, c'est tout ce qui est bleu, c'est le stochastic forecasting dans le passé. Et là, c'est pour les mois prochains. Et ça, les sales history passés. Et à partir des sales history, et à partir du stock aussi, hein, le story du stock, on calcule le forecasting des prochains mois. On en parlera autrefois dans les détails. D'accord. Bon, alors, là j'arrête. Mais ça seulement pour l'article 533074. Et pour, et pour le fournisseur South. Bon, alors j'arrête ça. Display, je reviens. Et puis je pourrais aussi avoir le line chart, stock. Alors c'est le stock, c'est l'histoire du stock passé. Et puis stochastic forecasting, c'est les prognoses passé et futur. Et le sales history. Et puis le max, c'est les mean line charts. C'est-à-dire le max, c'est le maximum, le stock maximum toléré pour l'article 533074. Et les mean, c'est le minimum qu'il ne faut pas passer en dessous pour l'article 533074. Alors, je montre le line chart, là, alors là. Alors, ce qui est bien, c'est que, je fais un hide ici, c'est que là, avec le Firefox, on pourrait voir ça dans Frame a New Tab, Neuen Fenster, New Window, dans une nouvelle fenêtre. Et voilà. Et là, je pourrais l'agrandir comme ça. Alors, le Sales History, alors ça, c'est le Max Stock. Ça, c'est le Min Stock. On va voir tout à l'heure où est-ce que je pourrais définir ça. Ça, c'est le Stock History. Oui, mais c'est vraiment, c'est les valeurs là sont pas optimales. Il faut optimiser quand même tout le système. Et c'est seulement pour le test maintenant. Et là, c'est les prognoses. Les prognoses passées, c'est à partir de là. À partir de là, et les prognoses futures, c'est là dans le futur. Bien que là, cette descente, elle est horrible. Elle ne correspond pas à la réalité. Et puis le stock history, c'est important aussi pour le calcul des prognoses. Alors, min, max, prognose, stock history, sales history. Tous les trois sont très importants pour le calcul des prognoses. Bon, là, je pourrais fermer. Ça aussi, je pourrais fermer. Et alors, display, là, on a fait. Et puis là, Alors, le forecast, pour le forecast, on a besoin de certains paramètres. Alors, l'article, c'est notre article que j'ai pris maintenant. Les 164, 8, 9, 8, 6, article, le numéro de l'article, ça. C'est l'article ID, hein, c'est le même article. 533074. Dans la table de la banque de données pour les articles, l'article elle a un article un numéro d'article 533074, et puis il a aussi un deuxième article ID qui dépend du partenaire. Le partenaire aussi a un numéro pour le même article, et comme ça, si jamais le partenaire, le client ou le fournisseur téléphone chez son partenaire, alors il devrait, il connaît lui que son numéro, généralement, il a toujours le numéro de ces articles en sa mémoire, alors il le donne, et puis il faut que le client aussi l'ait dans sa banque de données, comme ça il pourrait communiquer. Et le Cache ID, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est
c'est le ID de l'article dans la banque, dans le Data Warehouse, et c'est le même ID ici dans le lieu de la place de disposition. Bon, Forecast Horizon, c'est l'horizon de... Alors, je voudrais calculer le forecast pour les 6 prochains mois à partir de Sales History, l'historie du stock, etc. Et pour cela, number of history units, c'est-à-dire pour cela, je voudrais utiliser l'historique des 12 derniers mois. Alors ici, je voudrais calculer les prognoses des 12 prochaines semaines en se basant, en utilisant l'historique des 52 dernières semaines. Là, on peut les changer, tout ça. Et puis, je voudrais chercher l'historique, non, le prognose des 14 prochaines journées en utilisant l'historique des 265 jours passés. Alors là, ici, c'est le exponential smoothing, c'est-à-dire, je l'écris ici, c'est le lissage, hein, smoothing, Glättung auf Deutsch. Et pour cela, pour le calcul avec la méthode exponential smoothing first order, je prends j'ai besoin de 4 de l'historique des 4 mois derniers, en fait, compte, et là, des 10 mois derniers, si je prends le mois comme unité, et là, j'aurais besoin de 14 mois derniers, ou bien, ça dépend de l'unité que je prends, le mois ou la semaine, d'accord? Et pour le trick and leach méthode, j'ai besoin de 12 sales history, de 12 derniers sales history. Pour Winter, c'est les 10 sales history. Sales history puis stock history, on peut pas. Bon, là, c'est pas saisonnalité. Pour cette saisonnalité, j'ai besoin... Alors, minimum number of years for the calculation of monthly coefficient. Alors, pour le calcul du coefficient mensuel, j'ai besoin d'une année d'historique. Puis minimum number of weeks for calculation of daily coefficient. Alors j'ai besoin de 10 semaines d'historique stock et puis sales pour calculer le coefficient de saisonnalité. Maintenant, on reviendra dessus une autre fois. Pour la méthode sporadique, j'ai besoin minimum number of issues. J'ai besoin de 4. J'ai besoin minimum de 4 unities, de 4 unités de sales et de stock passé. Maximum issue frequency, et puis mes min gaps, le nombre minimum de gaps, non? Et puis le max gap des distances, la différence, la distance entre deux gaps. Mais tout ça, c'est un pourcentage, 50%, 110%. On prendra le temps une autre fois dans un autre vidéo pour expliquer tout ça en fin de compte. Bon, alors j'arrête là, c'est vraiment c'est pour avoir une idée. Alors j'arrête cette page. Et alors là, je prends tous les suppliers. Et là, j'active ici encore une fois. D'accord. Alors, où est-ce qu'on était? Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Et puis, on peut calculer aussi au niveau order forecasting proposal as a table. Et là, fetch orders proposal for select display place for all suppliers or for select supplier. Ok, alors, je choisis la place de disposition Augsbourg. C'est vraiment le data house. Le data house se compose de plusieurs places de disposition et pour Augsbourg en général, dans le select, là j'appuie dessus et là j'ai le 707 Find Dispo Group. Alors c'est le 707, c'est Augsbourg en fin de compte, d'accord? Et pour Augsbourg, tout à l'heure j'ai cherché les trucs, le forecasting, les prognoses et puis les charts au niveau d'un article. Et maintenant je voudrais savoir au niveau de Data Warehouses et des places
et des places de disposition. Alors j'ai sélecté, puis après je vais ici, je vais en bas, et je dis, qu'est-ce que je dis là? Order forecasting proposed as a table. Et puis étant donné que vous voyez là, le tiret pour les tirés pour le supply, alors, étant donné que j'ai un tiré, alors je vais chercher maintenant la somme cumulative des prognoses pour la place de disposition Augsburg, c'est 0,7 à la fin, et pour tous les fournisseurs. Et voilà. Alors, livraison, c'est le date. Alors, la commande, c'est le 19/3/2024. La livraison, c'est le 24/5/04. Et là, les dates ici, ce que vous voyez ici, alors du 3 jusqu'au 24/3/19, c'est déjà passé, hein, il faut actualiser. Alors, du 19/3 jusqu'au 5/4, ça fait 5, 11, 16 jours, en fait, quand ce qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire, là, on utilise les calendriers qu'on a définis auparavant dans les SCODELA. Les calendriers qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Alors, c'est important, c'est là que ça... Mais on reviendra dessus une autre fois, parce que c'est trop... Alors, ça, c'est la quantité, ça, le reference date, je sais pas, on en parle autrefois, et puis un numéro extérieur, c'est le statut cas, c'est-à-dire ça n'a pas été fixé. Si la prognose, c'est une proposition, si elle a été fixée, elle prendrait 69 comme statut. Et 69, c'est-à-dire elle est prête pour l'emballage. Et pour l'emballage, on va voir les unités, hein, je n'ai pas fait encore. Et puis, Dispo Place, c'est le 161-707. Alors, c'est partout le 161-707. On a pris pour le... Et puis l'article non, moi j'ai pas dessus, là, il faut l'intégrer aussi. Le location ID, c'est le ID de l'article. Et vous voyez là, on n'a pas seulement un article là, on a plusieurs articles. Tous les articles du Data Warehouse Augsburg et ses places de disposition. Bon, on arrête là. Seulement c'est une preuve. Oui. Et puis alors pour le toujours, on est dans le Dispo Group 707. C'est toujours Augsburg. Et si on change ici, je prends par exemple le 12, ça va changer alors, mais le 12, il n'y a rien dedans. Par contre, le 9, il y a aussi dedans. Alors je prends pour Augsburg encore une fois. Et là, je vais faire les charts en fin de compte. Alors, option, puis après, je dis Display Place par chart. Issue and forecasting, c'est-à-dire issue, ce sont l'historique des ventes, sales, et forecasting, c'est les prognoses. Ok. La différence tout à l'heure, c'est que maintenant, on n'a pas ça, on a la somme cumulative ici, les barres. Hein, la somme cumulative des ventes, tout à l'heure, c'était pour l'article, c'était, regardez, on a 2609 ici, 2880, c'est des trucs, c'est que si jamais maintenant je reviens à ça, d'abord on fait ça. Et puis on a le line chart aussi pour... il faut se rappeler ici qu'on était au-dessous de 2000, hein, c'est... Bon, et puis pour le line chart, c'est pareil. Display place line charts. Oui, là, c'est très linéaire, là. C'est seulement pour la démonstration, il faut optimiser, ça ne pourrait jamais être linéaire autant que ça. C'est-à-dire, quand on voit la courbe, on a l'impression qu'on a vendu tous les jours la même quantité de produits, ce qui est vraiment impossible. Alors, in einem neuen Fenster. Ouais, ça serait l'idéal en fin de compte, là, avec ça. Bon, et là on voit, c'est la somme, si on en est de 2500, 2600, trucs comme ça. Alors, j'arrête ça. Et puis, j'arrête ça aussi, et si on compare avec au niveau de l'article, un seul article, et regarde, on compare.
au niveau 95 par mois en fin de compte. Hein, c'était la somme cumulative. Bon, ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si j'ai déjà fait ça, mais j'ai fait ça plusieurs fois, que je ne me rappelle plus si j'ai fait ça ou non. Alors, ce qui est intéressant, les unités de vente. Je ne sais pas si j'ai déjà fait. On l'aurait fait, mais tant pis, je ne sais pas si j'ai fait ça maintenant. Alors, l'unité, non, je n'ai pas fait encore. L'unité de vente, c'est-à-dire, il y a le ST7, c'est le Stückzahl, c'est le nombre de pièces. Alors, si on vend par pièce, une pièce a une unité de poids, une unité de volume. Bon, ça va être défini aussi dans notre table. Euh, et puis le facteur, c'est-à-dire une seule pièce. Dans ce cas, c'est le numéro de l'article, puisqu'on a eu l'article, c'est 986. Alors là, c'est bizarre que je... Ah non, le location ID aussi, c'est 901. Mais ici, ça serait plutôt intéressant de prendre le numéro de l'article, c'est-à-dire le 533074. Mais on a le location ID, c'est ça. Alors, et puis alors, on a le palais, c'est default, c'est-à-dire l'emballage préféré de fournisseurs et de clients. Alors, dans le palais, ça, en allemand on dit palette, alors on pourrait mettre 300 pièces, c'est le facteur. Chaque pièce, les 300 pièces ont un poids global de 300 unités de poids, c'est pas trop le kilogramme. Et puis le volume c'est 320 cm3, ça faut être défini dans notre table, on en parlera une autre fois. Et puis là le KNB c'est le 400 pièces qui passe de 100, le 400 unités du poids, 400 unités de volume. Et puis c'est pas l'optimum, c'est-à-dire faut choisir toujours c'est la pied. Bon, alors, et si jamais, qu'est-ce que je vais dire là? Oui, c'est pareil, on peut effacer. Oui, les alertes, il faut que ça part un jour ou l'autre, quand j'aurai terminé. Bon, on n'a pas besoin dessus, là, en hide. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les données indispensables là-haut sur la ligne, là. Et là, je pourrais aussi add more. Et puis, alors, le 1, j'ai déjà 1 ici, l'optimum. Alors là, je pourrais mettre, c'est 0, ben c'est bon. Et là, je pourrais mettre 500 pour le KNB. Et là aussi, je peux mettre 500 unités. Et là, le volume, je mettrais 500, mais c'est arbitraire maintenant, seulement pour la démonstration. Et le nom du... et voilà, c'est dedans. On verra une autre fois, lors de la création le remplissage des conteneurs, en fin de compte. Il faut faire très attention à ces poids, parce que on ne peut pas charger un camion avec 50 tonnes alors qu'il n'a qu'une capacité de, je sais pas, de 20 tonnes. Normalement, quand je travaillais dans ce domaine, les camions qui transportaient les batteries d'Alsace vers Paris pour un fournisseur international de batteries, les camions ne pouvaient pas supporter plus que 23 tonnes. Alors, alors là, c'est très important de faire attention au poids de chaque batterie et le nombre de batteries dans une palette, en fin de compte. Il faut faire très attention, sinon, si on charge un camion qui ne supporte que 23 tonnes avec 27 tonnes, là, on a de problème après. Bon, alors j'arrête à ce niveau-là, parce que sinon, ça va être trop long, la première vidéo. Bon, qu'est-ce que je pourrais encore montrer? Display. Bon, on peut faire, comment dire, euh, load is defined, ok, generate, ok. Alors là, je peux, pour faire l'ordre d'apparition des lignes. Bon, si je prends l'article ID, là, le 986, et si j'appuie dessus ici, alors ça va changer, alors 17, 20, 23, c'est bien ordonné. Puis après, je peux prendre les deux, le location ID, article ID, pour faire de l'ordre, là. Et j'appuie dessus, ça va changer.
7.1, 32, 32, etc., etc. Ben, c'est des banalités. Qu'est-ce que je pourrais montrer encore une fois là? Alors, créer un nouveau article, c'est créer un nouveau article. Unit, ça on a vu, c'est très important. Set le min-max item, c'est aussi, c'est important. Alors là, c'est please select first an item, c'est-à-dire c'est toujours le min-max, c'est au niveau. Il y a aussi le min-max au niveau des lieux de disposition, mais là, je prends celui-là. Donc, je fais ici plutôt un refresh et je prends celui-là. Lorsque je dis maintenant le set min-max of an item. Et là, j'ai tout. Alors, c'est le numéro de l'article, c'est le Kaishin ID, c'est. Ah oui, c'est 7.2. C'est caché là, faut mettre, c'est pas le 7.2, c'est le 7.2 N901. Alors, il faut élargir ici la colonne pour voir le tout, d'accord? C'est le numéro de l'article, il passe les mines, c'est 15 pièces. Le stock, le max c'est 180, là aussi il faut élargir la colonne. Et puis le stock c'est 345, là dépasser de loin le max. Et normalement il doit y avoir une alerte hein, pour l'utilisateur. Open order, c'est important l'open order, c'est dire on a envoyé des commandes, c'est-à-dire le fournisseur envoie, non, le client a commandé des produits et puis le fournisseur n'arrive pas à les fournir en fin de compte parce que, je sais pas, manque de matériaux, de produits, machin comme ça. Et puis c'est open order, c'est-à-dire open order, on ne peut pas commander encore des produits en plus si on a déjà assez de commandes sur le chemin. Sinon, et c'est ça le problème, c'est que les gens, autrefois, lorsque j'ai dirigé même de grands data warehouses pour des firmes internationales, on me téléphone, mais ça va pas, votre logiciel, monsieur le mathématicien, votre logiciel, alors là, ça fonctionne pas au juste. Je me dis, oui, mais pourquoi? Il me dit, mais on est à zéro, et puis il y a pas des produits qui arrivent. Alors ma réponse est évidente, je peux rien faire, et vous avez des open orders, c'est-à-dire des ordres, des commandes sur le chemin qui n'ont pas été fournis. Alors, c'est à vous de téléphoner, de contacter le fournisseur pour lui dire qu'on est à zéro, il y a plusieurs commandes qui devraient être là, mais qui ne sont pas arrivées. Et là, je ne peux rien faire parce que ça ne sert à rien d'envoyer encore de nouvelles commandes s'il y a des open orders. Et les open orders, ça fait vraiment un gros problème souvent. Back order, c'est dire c'est que les open orders sont pas dépassés dans le temps, c'est-à-dire elles devraient arriver, mais elles ne sont pas encore là. Mais le some back order, c'est euh, des ordres qui sont dans le passé, c'est qui devraient être livrés, mais dans le passé. C'est-à-dire le temps de livraison est déjà dépassé. Alors, back order sont les ordres, par exemple, aujourd'hui, c'est le 3-4, alors le 3-4 2024, alors que les produits de la marchandise vont être livrés avant le 3 avril 2024. Ça fait des back order. Le open order, ça peut être la livraison, c'est le 11. Hein? Alors, ce ne sont pas des back orders, c'est open order, ils devraient arriver, mais ils devraient arriver avant le 11. Mais après le 11, ils deviendraient des back orders. Alors là, il faut faire attention parce qu'il faut pas, c'est parce que le stock à zéro qu'il faut s'affler maintenant et commencer à faire des commandes à tort et à travers. Bon, l'horizon, là, je vais enlever ça d'ici parce que l'horizon, je le définis, là, c'est forecasting paramètre, non? Et puis l'article est actif ou inactif. Actif, c'est normalement actif avec un F, mais en allemand on dit active avec un E en plus. Et puis l'average, c'est-à-dire la moyenne. Je dis, si c'est activé, c'est-à-dire on ne calcule pas de prognose, on prend toujours la valeur moyenne comme référence. C'est-à-dire qu'il faut toujours dès qu'on descend en dessous de la valeur moyenne, il faut faire des commandes à peine.
Bon, et puis là, on peut changer. Là, on peut pas, là, on ne devrait pas changer parce que de toute façon, c'est pas jaune. On ne pourrait pas changer parce que ça, c'est calculé à partir du système, le open order. Le Sumbeck order, c'est pareil, c'est calculé à partir du système, à partir de la table des tables des ordres, à partir de la banque de données, en fin de compte. Là, on pourrait le changer, l'horizon, c'est-à-dire l'horizon des prognoses. Mais là, on fait pas, je vais plus, je vais arrêter, je vais enlever ça. Je fais déjà ailleurs. Le stock aussi, on pourrait le changer, mais normalement, ça, ça devrait être élu de la banque de lait. Le mine, alors, on pourrait le changer ici, on pourrait le monnaie aussi, le reste, on ne pourrait pas le changer. Et puis avec un update. Bon, j'arrête là, sinon ça va durer 10 heures. Et pour le, qu'est-ce que je dis, et pour l'horizon, je fais ça ici, j'ai enlevé de l'autre côté. Bon, le preset, circular break, tout ça, on en parlera le jour d'optimisation des paramètres des prognoses. Bon, j'arrête là aussi. Bon, qu'est-ce que je pourrais montrer aussi à la hâte là? Les needs, c'est important. On a vu item delivery schedule, on a vu item delivery date. Bon, on peut data warehouse, ok. Activate supply for an item. On l'a vu, ça c'est aussi important parce que voilà, tous les fournisseurs qui sont actifs, pas actifs, qui ont été affectés à un article, là, dans ce cas c'est l'article 533074, on peut le voir ici aussi 533074. Et puis, parmi les fournisseurs affectés, il y a seulement 3 qui sont actifs. Et si jamais, alors là, il faut faire attention aussi, et si jamais ici je fais, alors activate, alors si je fais ici par exemple item delivery schedule, le calendrier, je ne reçois je ne trouve que les fournisseurs activés pour l'article 533074. Bon, la prochaine vidéo, je vais parler comme la construction de l'arbre de navigation, parce que c'est important. Regarde, elle est extrêmement rapide. C'est incroyable. Il y a quelques années, bon, il y a une dizaine d'années, comme il y a un bout de temps, j'ai programmé un arbre de navigation dans le domaine de facility management. Facility management, c'est pour gérer les grands buildings, en fin de compte, pour savoir quelle chambre, se trouvent les chambres, les étages, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a dans les chambres, la grandeur, les fenêtres, les portes, le chauffage central, tout ça. Et j'ai programmé ça en Java. Oh là là, c'était trop lent, c'était horrible. Et à partir de ce moment-là, je dis non, plus de Java, c'est des purs JavaScript ici. Mais sinon, pour construire ça, j'utilise un module pour, je sais pas si je l'ai ici, le lien, les Zeichen. Non, c'est pas, voilà, non, c'est pas dedans. Mais, une autre fois, je montrerai ça pour comment construire l'arbre de navigation avec Java ou bien avec un autre programme, .NET, truc comme ça. Et puis, à la fin après l'avoir construit, on peut faire l'exporter sous forme en JavaScript. Et c'est un miracle, c'est trop rapide, oh là là, alors l'autre avec Java, en Java, alors sous forme de classe, machin, comme ça. Euh, alors, lorsqu'on a pour ouvrir l'arbre, ça prend 2 minutes jusqu'à 3 minutes. Alors, je ne conseille pas, c'est des purs. Pour autrefois, il faut dire qu'il y a 10 ans ou 15 ans, bon, ça fait un bout de temps que je suis dans ce domaine, Siemens, les grandes firmes refusaient complètement tout ce qui est JavaScript. C'était tabou. Alors là, pas une ligne de JavaScript et aujourd'hui, tout le monde ne fait que du JavaScript. Il y a un changement de paradigme. Bon, allez, j'arrête pour aujourd'hui. La prochaine fois, on attaquera la construction de l'arbre de navigation et puis on passera l'optimisation des prognoses et on passera à l'emballage, etc., etc., etc. Alors, je vais mettre toute mon expérience dedans et puis après, j'espère que ce logiciel pourrait intéresser certains gens, hein. Et puis c'est simple, il y a pas trop, c'est pas fantastique
comme design, mais l'essentiel c'est la fonctionnalité, non pas le charme du design. Allez, j'arrête, bonne journée et à bientôt.